Joliba Afternoon News. Nous sommes le 22 septembre, la date de la commémoration de l'indépendance du Mali. Il en sera largement question dans cette édition. À l'international, nous nous intéresserons entre autres au Soudan. Les réfugiés sud-soudanais se retrouvent à la rue par les inondations. Et c'était là pour les titres, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce Joliba Afternoon News. 22 septembre 1960, 22 septembre 2021, cela fait aujourd'hui 61 ans que l'État malien a acquis son indépendance. Comme chaque année, cette journée sera meublée par le défilé de différents corps militaires et par le dépôt de germes effectué par le président de la République au monument de l'indépendance. Bonne fête d'indépendance à toutes et à tous. De la fête d'indépendance, nous allons aborder la thématique de la paix, paix dont le Mali a fortement besoin. Dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la paix, la MINUSMA a organisé ce mardi une activité de sensibilisation pour la paix au Centre international de conférence de Bamako CICB avec comme thème « Relevons-nous pour un Mali plus durable et équitable » Elhadji Malick Guité. Pour célébrer la Journée internationale de la paix au Mali, la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, a organisé ce mardi une activité de sensibilisation des jeunes et femmes au CICB. Cette mission onusienne qui intervient au Mali depuis 2013 pour mettre fin au conflit qui mine le pays peine toujours à atteindre ses objectifs. Beaucoup a été fait à travers le Mali pour réconcilier les populations et recoudre le tissu social. Cependant, nous nous rendons compte du niveau grandissant de l'insécurité dans beaucoup de nos communautés. Aujourd'hui, il y a plus de 378 000 personnes déplacées au Mali, le plus grand nombre depuis les années 2013. Cette initiative de la MINUSMA vise à impliquer davantage les femmes et les enfants, principales victimes du conflit au Mali, dans le processus de paix. Il a été démontré que quand elles sont impliquées au plus haut niveau, les initiatives de paix donnent des résultats très durables. Je retiens aussi que le désir de liberté des jeunes est aujourd'hui source d'une grande frustration. Comment toucher les dividendes de la paix si on n'est pas libre de ces mouvements ? Une initiative très bien appréciée par l'Association malienne pour les Nations Unies qui appelle à sa pérennisation. Vous aviez vite compris qu'il ne peut pas avoir de paix sans les femmes et les jeunes. De telles initiatives doivent être saluées et pérennisées pour le bonheur de nos populations. Nous comptons encore sur vous pour aider à dupliquer de telles initiatives dans les autres régions du Mali, surtout du centre et du nord. La paix et le développement étant très liés, le gouvernement malien, pour sa part, veut mettre l'accent sur la bonne gouvernance afin de rétablir l'équilibre et réduire les inégalités. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut au Mali, c'est d'abord en extirper de son sein lui-même les germes qui créent cette guerre qui empêche la paix de revenir. Ces germes, c'est quoi? Le premier, c'est la malgouvernance. C'est pour cela que le gouvernement de la transition a mis dans ses priorités la mise en place d'une gouvernance de rupture et d'exemplarité. Pour rappel, depuis 1981, la Journée internationale de la paix est célébrée le 21 septembre de chaque année. Au plan mondial, le thème de cette année est « Se relever pour un monde plus équitable et durable ». À l'occasion donc de la fête d'indépendance du Mali, Issa Kaoudjim, le président du parti ACRT Faso Kawile, a lancé un appel à toutes les forces vives de la nation à un sursaut national autour du Mali afin qu'il retrouve sa dignité et sa souveraineté. Il est au micro de notre reporter Moussa Tembini. C'est dans la réconciliation et dans la paix que nous arriverons à nous remettre en cause. Pas pour notre ego, mais pour notre cher Mali, le Mali qui nous a tout donné. Et je n'ai jamais été quelqu'un qui a été tendre avec le mouvement démocratique. Mais que cela ne tienne au nom de la réconciliation, du vivre ensemble. Et de cette opportunité du 22 septembre, nous devons aller de l'avant. Il y va de la survie de notre nation. Le pardon, la réconciliation sont nécessaires aujourd'hui pour notre pays.
Nous appelons au leadership du président de transition, son imperturbable patriote Assimi Goïta, dans son rôle de père des nations, de rassembler tous les acteurs politiques qui se réclament de la Première République, des acteurs politiques qui se réclament de la Deuxième République, des acteurs politiques qui se réclament de la Troisième République, mais aussi de tenir compte, le plus important, tous ceux et toutes celles qui sont acquises à cette dynamique de rupture, qui est les forces du changement. Nous retrouvons la thématique de la paix. Dans le cadre de la Nuit de la paix, le ministère de la Culture, en partenariat avec celui de la jeunesse et de la construction citoyenne, ont lancé la campagne nationale de la salubrité, une campagne qui se veut désormais pérenne pour un Mali propre et où il fait bon vivre. Aruna Zalia Kone était à la cérémonie. À travers ces coups de balai, la campagne nationale de salubrité Sigida Sanya est lancée. Une campagne qui rappelle les bonnes pratiques d'antan dont les aînés sont nostalgiques. La relance, ce réveil de bonne éducation civique qui est d'un autre temps, nous interpelle tous. Nous sommes nostalgiques de ces années où la population se mobilisait spontanément à l'approche de la fête de l'indépendance. 22 septembre pour nettoyer, balayer les rues, devanture des maisons. Nous sommes nostalgiques de cette population avec la fibre patriotique. Cette campagne vise à instaurer ces bonnes pratiques du passé pour faire bon vivre dans les pays. Sigida Sanya. Cette action citoyenne était jadis le quotidien de nos sœurs et de nos mamans. Il s'agit dans une démarche globale et systématique de rétablir cette pratique positive dans la construction du Mali nouveau auquel nous aspirons tous. La campagne nationale de la citoyenneté Sigida Sanya permettra à terme d'assainir nos terroirs, d'éradiquer nombre de maladies chroniques, de faire de ces espaces des endroits où il fait bon vivre. Elle est un appel aux familles qui versent ça et là les eaux usées, qui creusent des fossés septiques et les drainent sur les rues. Cette initiative est un défi colossal, mais pas insurmontable, estime le coordinateur des chefs du quartier de Bamako. Monsieur le ministre, vouloir initier et entreprendre une aussi vaste campagne de salubrité à travers le pays en commençant tout naturellement par Bamako relève certainement de ce qu'on peut appeler les 12 travaux d'Hercule. Mais vous avez montré par votre opiniâtreté que vous êtes capable de relever ce défi. Le ministre de la Citoyenneté appelle ceux qui ont pris la mauvaise habitude de déverser les ordures dans des caniveaux, qui drainent les eaux usées sur le trottoir, à changer de comportement, puisque bâtir le Mali Croix passe par là aussi. Et maintenant, l'image du jour qui porte sur le palais de Koulouba. Le palais de Koulouba est la résidence officielle et le bureau du président de la République du Mali à Bamako. En 1903, Bamako devient la capitale du Mali. Des travaux sont alors entrepris pour accueillir les services administratifs. En 1908, le gouverneur emménage dans le palais qui ne cessa d'être modifié par ses différents résidents. À son époque, le président ATT Amadou Toumani Touré était à l'origine de travaux destinés à ériger de nouveaux locaux dans cette cité administrative pour les services du secrétariat général de la présidence. On considère le palais du président comme l'un des fleurons de l'architecture coloniale. Il possède en effet toutes les caractéristiques de ce type d'architecture. Large véranda pourvue de persiennes, vaste pièce avec d'immenses plafonds ouvertes sur deux façades, orientation est-ouest pour l'ombre des façades. Outre la résidence du président et le secrétariat de la présidence, cet ensemble de bâtiments administratifs comprend également la salle des banquets et la salle du Conseil des ministres, édifiée par Alpha Oumar Konaré, le prédécesseur de ATT. Et maintenant, l'actualité hors de nos frontières avec Aminata Traoré. L'inquiétude domine chez les Afghans alors que les talibans disent bien chercher des solutions pour permettre de reprendre le travail et les cours, mais sans fournir de dates précises. Farkunda, ancienne employée d'une ONG internationale.
Nous n'avons pas été contactés directement par les talibans. Les talibans sont venus dans notre bureau et ils ont parlé à la direction en disant que nous ne devions pas venir au travail. Après cela, notre patron a décidé que nous ne devions pas revenir au bureau. Le nouveau régime afghan a achevé la formation de son gouvernement qui ne comprend aucune femme ministre ni ministère des femmes, a annoncé Moudjahid, porte-parole du régime des talibans, revu au pouvoir il y a un peu plus d'un mois. Akmi, militante des droits des femmes et ancienne fonctionnaire. Pour l'instant, je reste dans mon pays. Je veux me battre et retrouver les droits qu'ils nous ont pris. J'espère que cela portera ses fruits et que les talibans respecteront leurs paroles. Il n'y a pas de raison que nous devions fuir dans un autre pays. C'est notre patrie, notre maison. Par ailleurs, les collégiennes et lycéennes afghanes retourneront en cours aussi vite que possible, ont assuré hier mardi les talibans. En arrivant au Soudan, Daoud Kour pensait avoir fini avec l'errance dans les rues sans toit. Mais des inondations ont eu raison de la fragile stabilité que ce réfugié du Soudan du Sud venait tout juste de trouver. En novembre dernier, il s'installait au camp d'Al-Kana, dans l'est méridional du Nil Blanc, où s'entassent 34 000 à 36 000 réfugiés, fuyant comme lui des années de violence au Soudan du Sud. Ibrahim Mohamed Ahmed de la Commission soudanaise pour les réfugiés. Le nouveau camp d'Al-Kana est complètement submergé depuis le 7 ou le 8 du mois de septembre. Les réfugiés sont devenus des sans-abri et vivent au bord des routes. Anwar, responsable du camp d'Al-Kana. Nous nous attendons à ce que les catastrophes sanitaires et sécuritaires se produisent car les réfugiés se mêlent les uns aux autres et aussi aux réfugiés des autres villages. Il n'y a eu aucune intervention des autorités pour déterminer si nous devons nous attendre à de nouvelles inondations. La pluie continue de tomber à verse dans le sud et là où nous logeons. Face à cette situation, James, réfugiée soudanaise, nous fait part de ses inquiétudes. Nous craignons que les inondations nous atteignent et que nous soyons inondés. Nous redoutons de subir le même sort qu'Al-Kana. Vous voyez, l'eau attend les premiers abris du front et continue à se répandre. Paul Rusesabagina, ancien hôtelier dont l'histoire a inspiré le film Hôtel Rwanda, est devenu un féroce critique du président Paul Kagame, est condamné à 25 ans de prison pour terrorisme au terme d'un procès qualifié de politique par ses soutiens. Les 20 autres accusés ont écopé de peines allant de 3 à 20 ans. Le juge Antoine Mouhima s'exprime davantage. En ce qui concerne Rusesabagina, il est reconnu coupable d'être membre d'un groupe armé illégal et de participer à des activités terroristes. Mais il est acquitté de la création d'un groupe armé illégal. Par conséquent, Rusesabagina Paul est condamné à 25 ans d'enfermement. L'ancien directeur de l'hôtel des 1000 collines à Kigali, connu pour avoir permis le sauvetage de plus d'1 millier de personnes durant le génocide de 1994, a été reconnu coupable d'avoir fondé et d'appartenir au Front de Libération Nationale, groupe rebelle accusé d'avoir mené des attaques meurtrières au Rwanda en 2018 et 2019. Sa famille et ses soutiens n'ont cessé de déclarer ces derniers mois un spectacle mis en place par le gouvernement rwandais pour faire taire une critique et refroidir toute dissidence future. Dans une interview du début du mois de septembre, Paul Kagame avait assuré que Rusesabagina serait jugé aussi équitablement que possible. Amnesty International a dénoncé dans un communiqué lundi de nombreuses violations de ses droits, dont son arrestation sous de faux prétextes, son transfert illégal au Rwanda, sa disparition forcée et sa détention au secret, alors que la fondation Clooney a estimé que, compte tenu de l'âge et de la mauvaise santé de Rusesabagina, cette peine sévère est susceptible d'être une condamnation à mort. Paul Rusesabagina est depuis plus de 20 ans un féroce opposant à Paul Kagame, qu'il accuse d'autoritarisme et d'alimenter un sentiment anti-Hutu. L'ex-président sud-africain Jacob Zuma, 76 ans, est absent à la reprise de son procès pour corruption. Zuma avait bénéficié de la raison de la liberté conditionnelle pour médicale dans une procédure distincte, le condamnant à la prison ferme. Le procureur Wim Trengove se prononce sur le sujet.
Zuma n'est pas là aujourd'hui. La comparution au tribunal n'est pas facultative, elle est obligatoire. Nous contestons sa décision de ne pas être présent aujourd'hui. Nous souhaiterons à la première occasion son droit de choisir de ne pas être ici aujourd'hui. Quant à l'avocat de Jacob Zuma, c'était dans l'intention de l'ex-président d'être présent en personne lors des débats. Mais sur avis de ses médecins, il est resté dans la province à Gauteng pour être à leur disposition et qu'ils pourront ainsi déterminer s'il peut rentrer à son domicile dans la province de KwaZulu. Mais grâce au conseil de ses médecins, il restera dans la province de Gauteng afin d'être à leur portée jusqu'à ce qu'il décide qu'il peut retourner chez lui dans la province de KwaZulu-Natal. Nous allons à la première occasion souhaiter induire des preuves à ce sujet. Aimables téléspectateurs, c'est ici que s'achève ce Djoliba Afternoon News. Que Dieu bénisse le Mali, que Dieu nous bénisse tous. Excellent 22 septembre à tout le monde. Bonne suite de programmes sur Djoliba TV News. Djoliba